peu nombreux, c'est un euphémisme, comme en dessous d'un nombre réglementaire correspondant à quoi que ce soit, mais je vais justement donner quelques précisions au fur et à mesure de la lecture de la matière. Je donne d'abord des précisions d'un caractère un peu général. Si on n'a pas compris très bien ce dont il s'agissait. Je rappelle, c'est ça, c'est un livre donc, qui est préfacé par Deleuze quand il était jeune, quand il était très jeune même, au moment où il était étudiant, dont la préface n'a pas été rééditée, mais qui est récente parce qu'elle est assez détaillée et j'avais dit la dernière fois qu'elle n'est pas en contradiction avec la pensée ultérieure de Deleuze, qu'elle peut même constituer une des sources, une des orientations de la pensée deleuzienne, dans la mesure où cette pensée se sentir préoccupée à renouer d'une certaine manière avec une philosophie qui n'est pas une philosophie analytique, une philosophie de la réflexion analytique ou centrée autour du je pense, autour de la réflexion du cogito-cartésien, ni de la dualité pas plus entre le corps et l'esprit qu'entre l'homme et le monde extérieur, la nature. C'est une philosophie qui est centrée autour de cette idée de renouer avec les philosophes post-cartésiens, en particulier Spinoza, avec son idée de Dieu et de la nature, qui en quelque sorte intègre le sujet pensant à l'intérieur de la nature, et d'autre part ne fait plus de séparation substantielle entre l'âme et le corps, l'âme devenant l'idée du corps. Procédant à partir d'une affirmation de l'unité du tout. Le tout est un, et il est diversement modulé. Il se présente, la substance se présente dans la multiplicité infinie de ces modes, et ce qu'il faut comprendre, c'est l'agencement de ces modes entre eux, les modes précisément étant ces modifications de la substance qui représente l'univers à travers lequel nous avons accès à la compréhension de l'univers. Mais alors c'est pourquoi la mathèse, qui est une mathésis en fait, dans le sens grec de la mathésis qui signifie la science, est une science. Mais dans quel sens est-elle une science? Elle est une science, justement, elle est une science du tout. Elle est une science qui porte sur ce qui auparavant avait été présenté d'une façon dissociée, qui réunit des choses qui avaient été dissociées, l'homme, l'univers, la matière, la pensée, l'esprit, qui en présente l'agencement général et la façon dont les parties se comportent et se combinent entre elles. Alors, il a été choisir un texte, parce qu'on lui a proposé la préface de ce texte, mais un texte qui est d'un auteur peu connu, texte peu connu lui-même. On peut se demander comment on situe, on peut situer historiquement ce que je n'avais pas fait la dernière fois, peut-être, c'est une omission, en traitant un petit peu rapidement les choses que je n'avais pas jugé bon de faire, mais je crois qu'il faut quand même situer un peu quel est cet auteur peu connu ou inconnu
qui est Malfatti de Montereccio, qui se situe dont l'écrit se situe au milieu du 19e siècle. Il a été publié en 1849, c'est-à-dire en plein milieu, ou plutôt vers la fin d'ailleurs, puisque c'est une sorte d'articulation, ce moment-là de 1848-1850, au milieu de la personne romantique. Au milieu de la période romantique. Et Malfatti de Montereccio doit être compris à partir de cette pensée romantique qui s'est formée au début du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe, dont les noms importants dans la philosophie sont Hegel, Fichte, Schelling, et lui se rattache à cette lignée de penseurs, mais d'une façon un peu particulière. Dans l'histoire de la philosophie, vous le savez, on cite en général justement ces romantiques qui ressortent un petit peu parmi les autres, Schelling, Fichte, Hegel, qui sont les plus connus. Et on laisse de côté peut-être une partie qui est moins considérée comme étant appartenant à la philosophie, le romantisme littéraire, et en particulier Schlegel, les frères Schlegel, et tout particulièrement Frédéric Schlegel, et d'autre part Novalis, et aussi le philosophe auquel se relie le philosophe faisant profession de philosophie. Il y a Auguste Schlegel, mais le plus connu c'est Frédéric Schlegel. Il y a Auguste Schlegel qui est son frère, qui avec Novalis et avec Fichte, n'y participait pas directement, mais c'est surtout les deux frères Schlegel et Novalis qui ont constitué vers 1799-1800 l'école romantique. Mais en même temps, il y a un autre auquel se rattache. Alors, celui auquel se rattache et qu'il cite explicitement, c'est Frédéric Schlegel. Donc c'est une pensée qui est liée à la pensée romantique de Schlegel, et en même temps, il se relie aussi à un philosophe romantique qui était très connu à l'époque, qui est resté ensuite dans l'ombre. Oui, il y avait également Schelling aussi. Schelling est cité, il est assez. Il est également connu parmi comme les philosophes qui sont en général cités. Avec Hegel, Fichte, Schelling. Donc il y a une sorte de triade, Hegel, Fichte, Schelling, et Schlegel et Novalis qui constituent les poètes romantiques ou les écrivains romantiques qui leur sont associés. Mais celui auquel se relie l'anathésiste de Malfatti, qui lui n'est effectivement pas cité généralement et pas connu à part cette mathèse, c'est Franz von Banner, qui est un auteur à peu près vivant à la même époque, et qui a constitué, il est contemporain également de Hegel, il a constitué une philosophie qui est d'un style un petit peu particulier et qui n'entre pas dans ce qui est le mouvement marqué par Hegel, Fichte, Schelling. Je voudrais ne pas être confus et ne pas être non plus trop schématique, mais je crois que l'on peut tracer deux lignes. On peut tracer deux lignes pour comprendre quelle est l'organisation de cette époque et l'organisation de ses pensées. Il y a une ligne qui est occupée par
ce qu'on appelle les successeurs de Kant, les héritiers de Kant. Les héritiers de Kant, c'est ceci, c'est Fichte, Schelling et Hegel, c'est-à-dire qui d'une façon ou d'une autre ont raisonné à partir de la pensée critique de Kant et de la critique de la raison telle qu'il l'avait faite dans l'ensemble de son œuvre, qui comprend les critiques de la raison pure, de la raison pratique, de la faculté de juger. Donc, ces trois, Fichte, Schelling et Hegel, sont ceux qui ont développé la pensée kantienne, qui l'ont en quelque sorte modifié un petit peu à la manière dont le siècle d'avant, Spinoza et Leibniz avaient raisonné dans le cadre de la pensée de Descartes et l'avaient modifié. Je suis un peu schématique, mais je crois qu'il est nécessaire de faire cette précision. Il y avait donc Descartes, là je suis très schématique parce que j'oublie toute une partie de ces auteurs et de cette pensée, en particulier je laisse de côté tout ce qui est la philosophie empirique pour ne prendre que la lignée métaphysique. C'est schématique, mais ça ne trahit pas malgré tout la relation. Donc Descartes est en relation avec Leibniz et Spinoza, qui l'un et l'autre ont développé la pensée cartésienne, tout au moins l'ont modifiée, sont partis de cette pensée cartésienne, mais l'ont modifiée. Spinoza, en déplaçant l'intérêt de la philosophie du cogito du sujet, en le transportant sur la nature ou la substance, et Leibniz en étudiant un système du monde qui est organisé autour de la multiplicité, l'infinité des unités substantielles appelées monades. Donc il y a des systèmes qui sont cartésiens, mais qui précisément sont une sorte de rejet ou d'abandon d'un certain nombre des principes de la philosophie de Descartes. Alors, de la même façon, il y a, donc on pourrait dire qu'il y a un héritage du cartésianisme et il y a un héritage du kantisme, avec Fichte, Schelling et Hegel, qui essaient de résoudre et de rejeter d'ailleurs la fameuse division que Kant avait faite entre les phénomènes donnés à la connaissance et les noumènes qui sont inaccessibles à la connaissance scientifique, qui sont donnés à la pensée, mais qui ne sont pas donnés à l'expérience. Donc, ils sont en dehors d'une connaissance, bien qu'étant donnée à la pensée. Alors, là, c'est la tradition kantienne, ou l'héritage de ce que Kant avait appelé sa révolution copernicienne. La révolution copernicienne, c'est de faire graviter l'ensemble de la connaissance autour du « je pense ». Il y avait également un héritage de Descartes qui s'emparait aussi déjà de cette idée d'une connaissance dont la source pouvait être dans le « je pense ». Mais avec une stricte division et séparation également entre la pensée et l'étendue, l'âme et le corps, etc. Ce sont des philosophies qui, d'une certaine façon, peuvent être appelées en gros des philosophies dualistes. Et c'est ce dualisme que soit les successeurs de Kant, soit les successeurs de Descartes
ont essayé de dominer. Voilà une schématisation un petit peu de cette partie de la tradition philosophique. Mais alors, il y a quelque chose d'autre qui est une autre forme de tradition philosophique. Celle-là, on pourrait en gros dire qu'elle suit un certain mode d'exposition, un certain mode d'expérience, un certain mode de science. Elle se plie sur l'évolution des sciences physiques en particulier, des sciences mathématiques, et des sciences mathématiques qui sont développées par les mathématiciens de leur temps. Que ce soit Descartes, qui était mathématicien lui-même, que ce soit Kant qui s'appuie sur la philosophie, sur les mathématiques de Newton en particulier. Donc ce sont des gens qui font la de la philosophie dans le rapport avec une science considérée comme donnant une connaissance objective, alors que la philosophie donne une connaissance subjective. C'est encore schématisation énorme, mais enfin qui peut être faite pour permettre de comprendre quelle est la seconde orientation. Donc que ça soit Descartes, que ça soit Kant, avec leur succession, on pourrait dire qu'ils se trouvent du côté de la séparation entre une connaissance objective et une connaissance subjective. La connaissance avec un partage des charges, la connaissance subjective relève de la philosophie, la connaissance objective relève des sciences exactes, c'est-à-dire les mathématiques et la physique. Et ça, c'est une ligne. Alors, cette ligne est sous-tendue, on pourrait dire, par une ligne, je l'ai mise entre les deux, il faudrait peut-être la mettre dans un domaine sous-jacent, puisqu'elle appartient à ce que l'on pourrait appeler une histoire, sinon secrète, du moins une histoire plus souterraine. C'est une ligne qu'il faut aller chercher à la fois à la Renaissance et à la fois dans l'Antiquité grecque et en particulier dans toute la succession de la pensée platonicienne, avec ce qu'on a appelé les néoplatoniciens, Plotin, Plotin qui lui est le plus connu parmi ces néoplatoniciens, mais également ceux qui ont été contemporains ou un peu successeurs de Plotin, qui se sont prolongés jusqu'au IVe siècle, jusqu'à la fin de ce qu'on a appelé l'école d'Athènes, qui se situe, je crois que la fin de l'école d'Athènes se situe vers le 5e siècle, c'est assez tardif. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est formée, qu'elle a été fermée, cette école d'Athènes, où il y avait des plotiniens qui se sont réfugiés ensuite en Asie mineure, dont le plus connu est Proclos ou Proclus, et un autre Damascios qui est nommé vraisemblablement d'après la ville de Damas en Syrie. Donc il y a Plotin, Proclus, Damascios et également d'autres néoplatoniciens dont le plus connu est Jamblique. J'ai écrit les noms. Donc toute la pensée est une pensée consacrée essentiellement à un commentaire et à une interprétation de la pensée de Plotin comme de la pensée de Platon. Pour ce qui nous concerne, ce qui est essentiel, c'est que justement,
ils établissent cette connaissance de l'univers qui, en dehors d'une connaissance scientifique proprement dite, sera consacrée à une interprétation et une retranscription de cette totalité que porte l'univers et l'homme, de la relation entre ce qu'on appelle le grand univers, le macrocosme, et le microcosme, par une sorte de résonance, de réciprocité qu'il y a entre l'un et l'autre. De sorte que le mode de pensée de cette ligne philosophique, en fait, va être très, bien que consacré un petit peu à la même chose que les successeurs de Fichte ou de Kant ou les successeurs de Descartes, c'est-à-dire repenser l'unité du monde, vont procéder d'une façon extrêmement différente. Je schématise également. Qu'est-ce que c'est que cette méthode de pensée qui est utilisée? C'est une méthode qui est tout à fait différente. La première, si l'on peut encore la schématiser, va utiliser les méthodes de l'exposition rationaliste, celle qui est exposée dans la physique et dans la métaphysique d'Aristote. Et d'autre part, les autres vont utiliser une autre forme de méthode, qui s'appelle, celle-là on pourrait l'appeler causaliste. C'est ça, on peut dire qu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode causaliste, qui est Aristote. Et dans la lignée d'Aristote, on peut situer également des gens qui ne seront pas aristotéliciens, mais qui malgré tout utilisent la même suite, comme Descartes et Kant se réfèrent, pour le critiquer sans doute, mais avec la ligne du rationalisme aristotélicien. Et d'autre part, l'autre méthode qui est issue de cette succession plotinienne et néo-platonicienne, dont une partie est adoptée également dans une autre perspective avec lesquelles Plotin polémiquera, mais qui est un petit peu semblable. Ce sont les stoïciens, également, qui sont contemporains de cette époque, mais que je ne cite pas pour ne pas allonger, qui est une méthode qui n'est plus la même, que l'on peut appeler en gros une méthode allégorique ou analogique. Allégorique ou analogique, et qui est celle qui recevra le nom, mais plus tard, alors quand elle sera reprise au XVIe siècle, de méthode des signatures du monde, repris au XVIe siècle par Paracelse, qui est un chimiste savant et médecin du XVIe siècle, dans son traité sur les signatures, une signature des choses, signatura rerum, auquel d'ailleurs très récemment Giorgio Agamben a consacré un tétopuscule qui s'appelle justement Signatura rerum ou signature du monde. C'est-à-dire la relation entre les choses va être conçue non pas comme une relation de dépendance de cause à effet, de détermination de proche en proche, ce qui est, en gros, quelle que soit leur position, la méthode qui est suivie par les cartésiens, par les kantiens, par les successions de ces philosophes, mais comme étant une méthode d'expression, une méthode de... Le mot signature le dit bien, c'est-à-dire c'est une méthode qui procède par la relation de signes. Relation, c'est un mot, une chose joue comme mode d'expression, de révélation d'une chose qui se trouve visible
par sa signature, mais qui n'est pas accessible d'une façon directe. La signature, c'est un peu comme la signature d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le mot de signature, dans un sens et dans l'autre, signifie la même chose. L'homme se caractérise, quelqu'un qui veut ratifier un texte, le caractériser comme émanant de lui, le signe. C'est une partie d'une chose qui se manifeste et qui est révélatrice de la chose, de sorte que la connaissance, la science, va être considérée comme un déchiffrement des signatures. D'un côté, nous avons quelque chose qui ressemble à une sorte d'explication physique de l'ensemble de l'univers, de l'autre côté, quelque chose qui se rattache davantage de l'exploration des signatures que l'on peut appeler une sémiologie. Une sémiologie avec le séméios qui est le signe, c'est une sémiologie, une sémiotique générale qui se substitue ou qui couvre, elle ne s'est jamais substituée d'une façon complète et elle n'a jamais disparu. Et d'autre part, cette sémiologie se trouve chez certains auteurs. Elle se trouve chez Leibniz, par exemple. Il y a toute une partie des nouveaux essais de Leibniz ou de la théodicée de Leibniz qui est une sorte de reprise en compte d'une sémiologie, d'une explication de l'univers à partir de signes. Alors on la trouve surtout renaissant, surgissant et se substituant de chez certains auteurs à la science et à la philosophie que l'on pourrait appeler rationnelle ou officielle. Ça commence dès le XVIe siècle avec une lignée qui est constituée donc par, en gros, on pourrait dire, il y a d'autres auteurs, mais enfin, je schématise là encore, on pourrait dire qu'il y a Paracelse dans le domaine de la connaissance de la chimie, de la physique, de l'explication de la matière sur la base de cette sémiologie ou de cette lecture de l'univers par signature. La médecine en particulier est extrêmement occupe une place importante là parce que les plantes, les produits qui sont bons à traiter les maladies sont des sortes de signatures qui par ressemblance font que des plantes, des minéraux, des matières chimiques ont une certaine ressemblance avec les maladies qu'elles sont censées guérir, ou les parties du corps qui sont affectées par ces maladies, et dans cette mesure vont être utilisées pour à titre de remède, pour guérir ces maladies. Il va y avoir une sorte de lecture de l'univers dont Foucault à laquelle Foucault fait allusion dans le début des mots et des choses, c'est-à-dire la fable du monde. Alors, le monde est lisible parce qu'il est accessible par l'ensemble de ses signatures, mais sans qu'il y ait d'allusion très précise de la part de Foucault à tout ce mouvement de pensée. C'est bien à lui qu'il fait allusion, ce monde des signatures des choses qui occupe toute la pensée qu'il appelle pré-classique et qui à l'époque classique va se modifier sous une autre forme de pensée, et du point de vue philosophique ce sera la révolution cartésienne qui va introduire cette modification, comme ensuite la révolution copernicienne de Kant introduit aussi ce déplacement et cette modification. Mais alors j'en reviens à Malfatti. Malfatti se situe dans cette ligne. Il cite épisodiquement les auteurs, certains des auteurs que je viens de mentionner ici, qu'il connaissait, lui, personnellement, ou qu'il a connu en personne, ou dont il connaissait les œuvres, c'est-à-dire Friedrich Schlegel, Franz von Baader,
qu'il a l'air d'avoir connu personnellement, se réfère lointainement à quelqu'un qui occupe dans la pensée de Franz von Baader un rôle tout à fait déterminant, qui n'est pas un philosophe, qui est un penseur mystique du XVIe siècle, qui était également un homme religieux, Jacob Böhm, qui appartient aussi à cette Böhm, on l'écrit avec un nœud, je ne sais pas s'il y a un nœud ou s'il y a qui, avec Paracelse, occupe une place tout à fait prépondérante dans cette lignée de l'explication du monde ou dans cette histoire de la mathésis. Alors, ce mode de pensée, cette sémiologie, occupe en quelque sorte un intermédiaire. Est-ce que c'est une science? Elle s'appelle mathésis. Incontestablement, elle se veut science. De la même façon que, d'une façon plus récente, plus proche de nous, mais avec un caractère d'invention, j'allais dire gratuite, en fait, d'arbitraire inventif plus marqué. Charles Fourier aussi désigne le système qu'il va créer de lecture de l'univers, d'analogie, de cosmologie, il le désigne comme une science. Et sans le dire, d'ailleurs, il est en relation très étroite de pensée, même si ce n'est que par allusion, avec tout ce mouvement. Les références de Fourier, lointaines, explicites ou non, sont celles qui fait un mouvement de cet ordre, qui est celui d'une explication scientifique de l'univers par la lecture de ses signatures, et beaucoup plus que par une explication scientifique au sens physico-mathématique proprement dit. Bien que chez Fourier, il y a un peu la liaison entre l'un et l'autre, puisque quand il introduit Newton et le principe de l'attraction comme étant un principe fondamental de sa conception de l'unité de l'univers, il fait bien allusion à un savant effectivement inscrit dans la lignée de la science moderne et non pas à un interprète qui a été abandonné par la science moderne, comme Paracelse ou autre. Mais il est vrai que chez Newton, et également d'ailleurs, les principes newtoniens, comme le principe de l'attraction, justement, est un principe qui est à cheval entre cette interprétation de signature et l'interprétation proprement causaliste, telle que la veut l'esprit cartésien. Donc, il y a des intermédiaires. Chez Kepler, je vous l'avais dit la dernière fois, le système des astres, le système du mouvement des planètes, selon une courbe elliptique, et la relation des planètes à l'univers humain est également empruntée à cette correspondance de lecture, cette correspondance de signature qui se trouve dans la lignée, justement, dans cette lignée allégorique qui commence avec les néoplatoniciens et qui conduit jusqu'au romantisme. On donnera des précisions si c'est nécessaire par la suite. Pour le moment, je me cantonne là de mentionner ces deux lignes, ces deux grandes lignes pour bien situer la position de la Mathèse et la position de Deleuze. Deleuze, dans sa préface, on l'a vu, entend garantir cette Mathèse justement contre l'irrationalisme, contre la science occulte, dans laquelle on pourrait ranger à un certain moment toute cette science
dépendant de la signature du monde, puisque c'est de ce côté-là que l'on trouve les formules magiques, que l'on trouve les figures dont la seule apparition doit modifier la compréhension du monde ou évoquer des puissances infernales, un peu ce que l'on voit au début du Faust de Goethe, au moment où il fait tout un tas d'opérations de façon à convoquer les esprits, les puissances de la Terre. Si vous avez présent à l'esprit de cette pièce de Goethe, où Faust, cette scène de Goethe, où Faust invoque toutes les forces de l'univers et les fait venir à partir de formules, à partir d'écritures, de diagrammes qui sont des figures magiques qui vont les conjurer et les maîtriser, vous avez un petit peu une vision à ce moment-là de cette tradition de la science issue des signatures du monde. Faust est quelqu'un qui lit le monde aussi à travers cette lecture sémiologique qui est beaucoup plus propre, il faut le dire entre parenthèses, à une pensée ou à une philosophie qui est une philosophie esthétique du monde, à une compréhension esthétique du monde, qu'à une compréhension scientifique, bien qu'il y ait des passages. Il y a des passages à certains moments où, d'une façon extrêmement curieuse, on voit s'opérer une liaison entre ces deux formes de pensée. Je viens de vous citer Kepler, où il y a une liaison entre les deux formes de pensée, c'est-à-dire la pensée de type signature et la pensée de type déterminisme proprement dit, que l'on appelle cartésien. Il y a également chez Leibniz, il y a aussi un certain nombre de références qui font penser le passage possible de l'un à l'autre. Chez Fourier, il y a un mélange entre une pensée qui est une pensée de type newtonien, science moderne, et des formes de pensée qui sont des pensées de type que j'appellerais archaïque pour les caractériser, qui ne sont pas tout à fait archaïques, mais qui se sont prolongées, mais qui relèvent davantage d'ailleurs de modèles dont l'exploitation sera esthétique lorsqu'il construit toute son interprétation des analogies du monde à partir des harmonies musicales. Donc, les harmonies musicales sont également quelque chose qui appartient à la fois une analyse scientifique du monde, puisque l'étude des cordes vibrantes, des résonances, des ondulations sonores comme visuelles, ça appartient au domaine de la science, de proprement dit, de l'histoire de la science positive, mais en même temps, elle est lisible, elle est déchiffrable à partir d'une interprétation qui, elle, est de type esthétique lorsque l'on parle de l'harmonie des sphères, de l'existence harmonique de correspondance entre les différentes grandeurs des ellipses que parcourt chacune des planètes du système solaire, et on peut voir comment là il y a une sorte de combinaison entre les deux lignes, les deux modes possibles d'interprétation. Je termine là pour dire que de toute façon il faut placer malgré tout la mathèse dans cette ligne, sinon on ne comprend rien, que tout ce que la mathèse va interpréter dans les différentes sections, il y a 5 sections dans cette mathèse, qui vont aller depuis les formes